Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui pour la conférence de notre collègue Fawzi Morji. Merci aussi aux gens qui nous suivent en ligne, en particulier nos collègues de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Anta Cheikh Diop du Dakar. C'est notre deuxième conférence organisée par l'Observatoire de la francophonie économique en collaboration avec le CIRANO. Nous sommes très contents de poursuivre cette coopération avec le CIRANO. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir parmi nous Fawzi Morji, professeur d'économétrie à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous avez certainement pris connaissance de sa note biographique très riche et longue feuille de route en tant que chercheur, professeur et aussi décideur des politiques publiques au Maroc. Plusieurs personnes ici présentes connaissent Fawzi parce qu'il était déjà prof visiteur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal et aussi RANO. En particulier, il a coécrit plusieurs articles avec notre collègue Claude Montmarquette sur l'insertion professionnelle des jeunes au Maroc. Fawzi, donc, il est prof à l'Université de Hassan II à Inchok, à Casablanca. Il a coécrit beaucoup d'études, travaillé sur beaucoup de projets pour des organisations de développement international. Il a fait beaucoup d'études d'évaluation, notamment dans le domaine de la microfinance. Il a été coordonnateur des réseaux d'analyse économique de développement de l'Agence universitaire de la francophonie. Il a aussi été membre des comités de coopération pour la recherche universitaire et scientifique. Donc, bref, une longue feuille de route. Nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui pour faire cette présentation qui va porter sur l'industrie de la microfinance, concept et mode de fonctionnement. Donc, Fawzi aura à peu près une quarantaine de minutes pour faire sa présentation. Va suivre par la suite une durée de 20 minutes pour un échange avec les personnes présentes. Si vous avez des questions de précision, de clarification, vous pourriez les poser pendant la présentation. Sinon, on vous invite à attendre la fin de la présentation pour poser vos questions. Alors, encore une fois, merci Fawzi d'avoir accepté notre invitation, surtout que Fawzi fait une escale spécialement pour donner cette conférence, puis il repart aujourd'hui aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir d'être parmi vous, de retrouver des amis et de partager avec vous les idées sur l'industrie de la microfinance. La dimension des propos qui sont tenus est assez pragmatique et opérationnelle, mais ça n'exclut pas que ça puisse interpeller les chercheurs avec des questions pertinentes qui peuvent être sous-jacentes. Et lors des discussions, peut-être ferons-nous référence à tel ou tel travaux qui ont dû être réalisés ou qui pourraient être réalisés. Le propos va... Je demandais hier à Sébrahim quel était le degré de connaissance de la microfinance par les participants à cette réunion. Et il me disait que c'était variable, peut-être général. Alors, vous excuserez si parfois le topo est un peu redondant par rapport à vos connaissances. Et à ce moment-là, il faudra que j'aille plus vite. En tout cas, les questions que je voudrais qu'on aborde, c'est une brève définition, les raisons de l'émergence de cette industrie, peut-être les liens avec les fondements théoriques qui la sous-tendent, et une typologie des IMF ainsi que de la clientèle. Tout à l'heure, on parlait du secteur informel. Je voudrais quand même parler également de la crise, de ces manifestations et des moyens d'y remédier. Elle a remis en cause le modèle de la microfinance. Et on terminera la dernière partie par une analyse du scoring en microfinance et sa spécificité. Alors, en quelques mots, la microfinance, c'est en fait un ensemble de services financiers qui sont destinés à des populations exclues des systèmes formels de financement. Et je mets souvent en rouge cette dimension de proximité parce que c'est elle qui est à la base de
des liens qui existent entre les institutions et les clients d'une part, et à la base de la réussite même des projets ou des programmes de microfinance. La population à laquelle est destinée est une destinée à une population qui est pauvre. Tout à l'heure, on reviendra sur le ciblage et sur la capacité à intégrer des zones pauvres, comme vous disiez tout à l'heure, le rural notamment. Et il m'arrive souvent d'accompagner ces définitions à caractère général qu'on trouve dans toutes les énoncés des missions des institutions de microfinance. C'est qu'in fine, elle permet de régulariser l'activité des micro-entreprises et au-delà, d'améliorer la stabilité de lissage du revenu des ménages auxquels appartiennent les clients de ces institutions. Alors, le terme régularisé n'est pas au sens formalisation de l'activité de ces unités, mais plutôt de lisser, parce que je donne souvent l'exemple de la dame qui fabrique des tapis ou du menuisier qui fabrique des meubles et qui travaille sur la base de commandes. Donc, les gens lui donnent une somme d'argent pour acheter la matière première. Il ou elle commence à réaliser l'œuvre et au fur et à mesure que l'œuvre se constitue, on va donner des avances complémentaires jusqu'à ce que le produit fini soit là et qu'on fait la totalité. Le fait est que lorsqu'il n'y a pas de commande, les personnes sont conduites à croiser les bras parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter la matière première. Alors la microfinance permet d'accéder à des fonds qui permettent d'acheter des inputs. Et donc, la personne va travailler de manière plus régulière et va pouvoir vendre le produit fini sur le marché, à défaut d'avoir une commande qui lui permet d'avoir travaillé. C'est dans ce sens qu'on parle de régularisation de l'activité. De ce fait, ça va impacter le régime alimentaire, les dépenses de santé, etc. des ménages. Dans les études d'impact qui sont faites, ce sont des faits assez révélés. Quelques mots sur les raisons de l'émergence de cette industrie. Il y a un classement qu'on peut faire et qui consiste à dire qu'il y a des raisons économiques et des raisons financières. Les raisons économiques sont relativement simples. C'est que les pays où la microfinance s'est développée sont des pays qui ont dû, à un moment ou à un autre, pratiquer des politiques d'ajustement structurel, qui se sont traduites par des résultats positifs au niveau des fondamentaux macroéconomiques et financiers, mais qui malheureusement n'ont pas donné lieu à des santé de croissance suffisantes, notamment pour affronter la croissance de la population à l'âge de travailler. Moralité, il y a du chômage qui se développe, et avec ce chômage, il y a de l'auto-emploi, et l'auto-emploi, c'est des unités de production de très petite dimension, qui, comme les grandes unités, ont besoin de financement pour pouvoir s'activer et se développer. Et comme elles sont petites, elles ne répondent pas aux critères, profils de la clientèle auxquels sont habituées les banques. Moralité, c'est la deuxième raison, les raisons financières, c'est que les systèmes financiers formels ne savent pas gérer le prêt avec ces petites unités, d'abord en termes d'asymétrie d'information, absence de projet, etc., mais aussi les montants en jeu sont très petits par rapport aux montants qu'elles ont l'habitude de manipuler. L'autre idée, c'est le coût exorbitant des services financiers sur le marché informel. Et là, je ne sais pas s'il est opportun de donner des exemples, parce que ça peut être évident pour qui s'intéresse à ces questions de population pauvre, le marché informel du crédit, par exemple, est constitué par qui? Il est constitué par le crédit des familles et des amis, par le crédit fournisseur et les prêteurs à gages. Dans le cas des familles, évidemment, lorsque les gens empruntent, il n'y a pas d'intérêt, mais il va y avoir des services cachés. C'est-à-dire que la tante qui prête à la jeune fille de l'argent pour acheter de la laine et travailler, elle ne lui demande pas d'intérêt, mais elle va lui demander de venir l'aider à travailler son grain ou faire le ménage chez elle. Et donc, ça sera une journée à travailler à l'œil ou bien à faire une course dans le village plus loin. Donc, elle va payer le transport et sa journée va être perdue. Et ça, c'est des coûts cachés d'un prêt qui peut paraître a priori gratuit. Le deuxième coût de ce type de prêt informel, c'est que il comporte des coûts d'opportunité, parce que l'approche d'une fête, la personne a besoin de fonds
pour acheter de la matière première et travailler précisément pour la fête en question, ça peut être Noël chez les uns ou le Ramadan chez les autres, eh bien, le fait qu'elle s'adresse à la tante va lui dire « Oui, oui, je veux bien te prêter, mais tu reviens dans 3 semaines. » Mais dans 3 semaines, la période de vente des produits que la dame veut faire est inappropriée. Moralité, il y a beaucoup d'opportunités également dont il faut tenir compte. Alors, les coûts exorbitants des prêteurs à gages, je crois que c'est même pas la peine d'en parler, c'est des coûts qui peuvent atteindre les 500%. Le crédit fournisseur, par contre, est intéressant parce que et ça rejoint la finance islamique pour ceux qui s'intéressent à ça, qui ne comporte pas de taux d'intérêt, mais qui comporte des systèmes de participation, etc. Et de gains. Donc, il est autorisé dans la connaissance ou la compréhension de la religion que les gens empruntent indirectement, puisque soit on achète le bien au comptant et le prix est connu, soit on achète le bien en payant à terme, et dans ce cas c'est un prêt, mais le prix de vente change. Et c'est tout à fait admis, il y a des grands juristes qui disaient que la vente à terme a son équivalent en monnaie, ce qui justifie le fait que les gens vont augmenter le prix, qui va passer de 10 à 12, par exemple, parce qu'on ne paye pas le même jour. Et ça, on le trouve au niveau des unités de production les plus informelles dans les bidonvilles, où vous avez la dame qui vend des seaux, je crois qu'on en parlait, j'allais dire au siècle dernier, qui va gagner 50% sur le prix du seau, et dans le prix du seau, va passer de 12 unités monétaires à 15, parce que la cliente n'a pas les moyens de payer les 12 comptants. Et ça, c'est sur une semaine. Moralité, si on prend les 3 dirhams, disons, dollars sur un crédit de 8, parce qu'il y a une avance de 5, eh bien, ça donne une idée du taux d'intérêt qui peut dépasser les 300% par an. Comme les montants en jeu sont petits, ça ne se voit pas. Moralité, en 2 mots, les coûts sont exorbitants, et c'est vrai pour le crédit, c'est vrai pour les transferts d'argent, qui sont très coûteux également. Je pourrais donner des exemples si ça vous intéresse lors des débats. Focalisons un peu sur le microcrédit, sachant que ce qui est valable pour le microcrédit, les caractéristiques qu'on va décrire sont également valables pour les autres services financiers, les autres services microfinanciers, à savoir les transferts d'argent, la microassurance et la microépargne. Faible montant, ça pose une question. Parce que quand on veut comparer les institutions sur leur capacité à cibler les plus pauvres, on a besoin de repères. Alors, si ce sont des institutions qui appartiennent à des pays différents, on va prendre le PIB par tête. Le problème, c'est que selon les pays, les inégalités sont tellement importantes que le PIB moyen par tête est insuffisant pour cibler ça. Alors, ce qu'on propose, c'est de regarder la consommation des décile le plus pauvre. Et on compare le montant au premier cycle de prêt à ceux des déciles pour savoir si effectivement les montants qui sont en jeu sont vraiment faibles et répondent à la mission initiale de servir les plus pauvres. Courte période, en général, c'est 4-6 mois. Maintenant que ça a vieilli, ça peut aller jusqu'à 18 mois, en général, sans garantie matérielle. Et c'est l'absence de garantie matérielle qui explique en partie l'exclusion des clients de la microfinance des systèmes formels de financement. Les gens n'ont pas les moyens de fournir des garanties matérielles. Eh bien, ça va être substitué par le prêt en groupe solidaire, Guarantee Group Lending Solidarity, GGLS. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à avoir des prêts qui sont accordés à des individus, mais les individus appartiennent à des groupes solidaires et chacun va signer 2 reconnaissances de dette, une en tant qu'individu qui emprunte et une en tant que membre d'un groupe solidaire. Ça veut dire que si une autre personne du groupe ne peut pas rembourser, eh bien, on va rembourser pour elle. Et peut-être qu'il vaut mieux le dire maintenant avant d'oublier. Au moment où le prêt est fait, il n'y a pas de problème, c'est au moment des remboursements qu'on peut avoir des difficultés. Et le travail qui va incomber à l'agent de crédit va être de savoir si la personne peut payer mais ne veut pas payer, ou bien veut payer mais ne peut pas payer.
Et l'idée, c'est que le groupe solidaire va jouer un rôle fondamental à ce niveau-là. Parce que tout à l'heure, je parlais de proximité. Les gens se connaissent, ils habitent le même bidonville, le même quartier, ils travaillent sur le même marché. Donc, l'information est là pour savoir si la personne peut payer mais ne veut pas payer. Donc, le groupe va jouer la pression. Et si la personne veut mais ne peut pas, le groupe doit jouer la solidarité. Et le rôle du groupe solidaire est fondamental puisqu'il permet donc la viabilité des institutions, parce que les institutions ne peuvent être viables que si les remboursements se font, mais il va aider au préalable à réduire l'asymétrie d'information qui existe entre prêteurs et emprunteurs. En d'autres termes, l'institution n'a pas besoin d'aller chercher l'information sur les clients. C'est le processus d'autosélection auquel vont procéder les clients avant d'accepter de faire partie d'un groupe solidaire. Et donc, avec ça, on réduit le risque de sélection adverse, puisqu'on va prendre des gens qui présentent le profil d'un usage adéquat du prêt et la capacité de rembourser. Et on va éviter également l'aléa moral, puisqu'il va y avoir un monitoring qui va être assuré par les membres du groupe une fois que le groupe a été octroyé. Donc, le rôle central de l'innovation en fait, de la microfinance, c'est vraiment cette idée de groupe solidaire. Alors, évidemment, on peut avoir une substitution à ça, c'est le capital social. La Banque Rakyat d'Indonésie, par exemple, ne fait pas les prêts en groupe solidaire depuis déjà les années 80. Elle fait des prêts individuels, mais elle va s'appuyer sur le chef du village, sur des tiers qui vont garantir en fait et jouer le rôle que pourrait jouer le groupe solidaire en matière d'autosélection d'une part et de pression plus tard pour assurer le remboursement. Et ça suppose que j'appelais ici l'évaluation ad hoc, puisque le travail de l'agent de crédit va être beaucoup plus important par rapport à la relation client individuelle, dans la mesure où c'est à lui d'évaluer, etc. Et de même qu'en termes de monitoring. Alors que dans le cas du prêt solidaire, le travail est fait par les membres du groupe. Qu'arrive-t-il s'il y a un défaut de paiement? Pardon? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un défaut de paiement? Comment est-ce qu'on fait pour réaliser qu'il n'y a pas de garantie? Comment est-ce qu'on fait pour réaliser? Justement, alors on pourra en parler un peu plus tard. Quand il y a des défauts de paiement, il faut déjà situer la cause. Est-ce que le défaut de paiement vient d'une mauvaise volonté? La personne veut mais ne peut pas. Dans ce cas, le groupe solidaire doit assurer le remboursement, doit rassurer cotiser pour rembourser la créance de la personne qui veut. Ou bien la personne peut mais ne veut pas, les gens le savent, ils vont exercer la pression. En fait, l'idée derrière ça dans les pratiques, c'est qu'on refuse les remboursements. Quand on a un groupe et que deux personnes viennent rembourser, on refuse. On prend le remboursement du groupe. Et si le groupe décide de pouvoir rembourser? Il y a deux reconnaissances de dette qui ont été signées. Donc, il y a une garantie qui est sur le groupe. C'est le groupe qui joue, oui, c'est le garantie du groupe solidaire. Il n'y a pas de garantie individuelle. Il n'y a pas de garantie matérielle. Il y a la garantie du groupe. Les matériels, donc c'est-à-dire que le groupe peut être forcé de rembourser la créance. Le groupe est forcé de rembourser. En fait, il y a plusieurs manières de forcer le groupe. Il y a beaucoup de littérature. Il y a notamment le renouvellement des prêts. Il y a les membres, imaginons un groupe. Il y a cette personne qui est, peu importe, soit récalcitrante, soit de bonne volonté. Les autres ont intérêt à jouer le jeu pour elle, d'abord parce qu'elles ont signé, etc. Mais elles ont intérêt à rembourser pour elle et à faire ce qu'il faut sur elle pour qu'elle rembourse, parce qu'elles veulent accéder aussi suivant pour développer leur activité. Et de deux, j'ai oublié de le dire, mais je peux le dire, c'est que cette industrie s'inspire des pratiques informelles. Alors je disais qu'il y avait des coûts qui étaient exorbitants, mais prenons le cas des tontines, des ROSCA, des Rotative Saving and Credit Association, c'est des individus qui se connaissent, etc., mais qui, au lieu d'avoir affaire à une institution, créent eux-mêmes ou elles-mêmes, et souvent des dames, leur propre institution. Et cette fois, en fait, vous imaginez, hein, imaginez qu'il y a 10 personnes qui décident les tontines, vous connaissez. Et voilà. Donc, c'est un système rotatif.
Pour les uns, c'est un crédit, pour les autres, c'est une épargne. Qu'ils épargnent 9 périodes, ils vont avoir l'argent à la fin. Alors, je suis subtil dans un ouvrage excellent, Stewart de Rutherford. Il vous montre que, je m'excuse de cette parenthèse qui vient de votre question, il montre que les tontines, les gens qui les pratiquent, ils ont une intelligence par rapport aux phénomènes économiques tels qu'ils vont adapter le système de la tontine à la réalité de l'environnement dans lequel ils vivent. Je m'explique. On a un pays où l'inflation est faible. Lorsque les gens cotisent, mettons, $10 chacune, sur 10 mois, chaque mois, eh bien, ça se passe comme ça, c'est nominal, on confond le nominal et le réel. Mais lorsque le taux d'inflation est élevé, les gens vont inventer des systèmes pour se prémunir contre la dévalorisation de la monnaie. Moralité, une solution, par exemple, dans les tontines, consiste à mettre aux enchères le rang 1 et aux enchères le rang 2, et ainsi de suite. Donc les gens payent pour être en premier. Et quand ils ont décidé du montant à payer, eh bien, ils vont se partager ça dans la cagnotte. Et notre système, c'est de prendre un bien de référence. Les gens qui participent à la tontine vont décider que si le montant des $100 est celui d'une machine à coudre, on va dire, tiens, chaque fois qu'on va devoir mettre l'argent dans la cagnotte, il faut qu'on puisse acheter avec une machine à coudre. Moralité, on maintient le réel, voilà. Ce qui est important dans la microfinance, c'est que le prêt, pour être viable, il est destiné à la production et pas à la consommation. À la différence des tontines, par exemple, qui peuvent servir aux deux, mais les mécanismes ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Parce que sinon, c'est grave, c'est là où on peut avoir des problèmes de surendettement, etc. Exception, c'est le microfinance for housing, c'est la microfinance pour le logement. Là, c'est lié en fait d'abord à l'amélioration des conditions de vie, comme c'est du long terme. Ça, en fait, à la base, c'était pour le tourisme rural qu'on a commencé à autoriser le prêt au logement. Parce que les gens ont une maison, à la campagne, dans les médias et autres, ils vont aménager une chambre pour servir de chambre d'hôte grâce à un microcrédit, donc ils vont améliorer leurs revenus. C'est à la fois entre du logement, la consommation de biens durables, mais aussi un outil de production. Maintenant, dans le débat, on pourra discuter notamment des constitutions des groupes solidaires où on refuse, par exemple, qu'il y ait des membres de la même famille. Ça peut être surprenant, mais ça peut être également compréhensible lorsqu'on sait le rôle que doit jouer le groupe solidaire. J'aime bien poser cette question en général pour amuser l'auditoire. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je le dis, parce qu'on a des personnes de la même famille dans un groupe, ça casse le rôle du groupe. Ça le casse dans le sens où, si une personne ne paye pas, sa sœur ou autre, de sa même famille, ne va pas vouloir jouer ni la pression, parce que, et pour la solidarité, les autres vont dire c'est sa sœur, elle peut s'occuper d'elle. En réalité, on a des sous-groupes dans le groupe et c'est malsain dans la réussite des programmes. Oui, alors, vu ce que j'ai dit, je ne vais peut-être pas m'étaler là-dessus, je crois que telle qu'elle fonctionne, quand elle fonctionne bien, elle répond aux problèmes soulevés d'habitude sur le marché du crédit, les problèmes de sélection adverse et d'aléas amoureux. Ceci dit, il est bon de relever qu'il y a une grande diversité à la fois des programmes, des procédures mises en œuvre, de durée, de taille, etc. Il y a des différences de contexte réglementaire, notamment en termes de supervision, et ça joue beaucoup sur la réussite de l'industrie de la microfinance. La supervision, est-ce qu'elle est faite par exemple par une banque centrale ou par un ministère de l'Emploi ou par un ministère des Finances qui a l'habitude de gérer les banques et qui n'a pas connaissance de ce que c'est? Bref, on pourra discuter qui vous intéressez aux institutions sur le rôle de la supervision et de l'individualisation et le caractère institutionnel. Donc, sous le vocable d'IMF, nous avons des institutions de microcrédit, donc qui ne font pas d'épargne ni d'autres services, et des banques, etc.
quelques mots sur les bonnes pratiques de la microfinance. Alors, on va évidemment les mettre entre guillemets et pour que ce soit durable et politiquement, j'allais dire indépendant, que ce ne soit pas l'occasion de manipuler la population à laquelle on prête de l'argent. Alors, il y a ce que, avec les années, on a résumé en 4 F, le focus, à la fois pour l'offre et pour la demande. Le focus, c'est-à-dire que vous avez des institutions de microfinance qui, dans le cas qu'on est en train de discuter, assurent des prêts. Lorsqu'on demande à l'agent de crédit d'être capable non seulement d'accorder des prêts, mais également c'est-à-dire de travailler sur la constitution du groupe solidaire, mais de faire un travail de sensibilisation au planning familial, à la scolarisation des enfants. On multiplie ces tâches sur lesquelles il n'est pas forcément prêt, et donc ça alourdit, ça porte préjudice à la réussite du programme. Donc, l'idée des institutions qui veulent faire trop de choses, plutôt que des services financiers, peuvent parfois échouer à cause de cette mauvaise diversification des activités. Par contre, ce qui peut leur être suggéré, c'est de travailler avec des institutions qui, elles, sont spécialisées dans la planification familiale, dans l'éducation, etc. Du côté de la demande, c'est également gênant parce que, on va le voir tout à l'heure, les prêts sont avec des intérêts qui sont conséquents. On discutera de la raison pour laquelle le coût des prêts est beaucoup plus important que celui des banques. Alors, mais à côté de ça, on oblige les clients à participer à des réunions sur les exemples que j'ai donnés de planification familiale ou autre. Alors, les gens ne savent pas trop si les prêts qui leur sont accordés, si le coût qui leur est facturé à l'occasion des prêts comporte également ces services non financiers qui accompagnent le prêt. Et donc, ça crée des flous qui ne sont pas bons. Alors, le FAS est très important à divers égards. Il est important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les coûts d'opportunité. Il ne faut pas qu'on fasse comme les banques qui instruisent des dossiers pendant des périodes longues, etc. Il faut que la réactivité de l'institution soit assez forte. Et donc, on pourra rentrer dans les détails sur la mise en œuvre. En général, il y a 4 réunions et le prêt doit normalement être débloqué dans la semaine. Les 4 réunions, c'est par rapport à la constitution du groupe et à la vérification de la réalité des groupes. Et donc, ça permet de réduire les coûts d'opportunité. Mais le FAS touche également l'esprit de ponctualité, et ponctualité au moment de l'octroi, mais ponctualité également au moment des remboursements. Il faut avoir des systèmes d'information qui soient capables de connaître ce qui doit être remboursé chaque jour, qu'est-ce qui doit sortir et qu'est-ce qui doit rentrer. Et les défaillances dans les systèmes d'information peuvent être l'un des risques ou de collapse des institutions de microfinance. Flexible, c'est important parce que faut savoir s'adapter à la demande, donc faire du demand driving. Et on sait que les institutions de microfinance qui sont développées dans certains pays, dans l'exemple de la Tunisie avec la BTS ou autre, des organismes extrêmement bureaucratiques, téléguidés par le gouvernement, vont concevoir des produits dans des bureaux mais qui ne sont pas adaptés aux besoins de la population. Moralité, il faut être le maximum de demand driving. Il faut s'adapter aux besoins des gens, à leur vécu, etc. Et là se pose une question. Il y a des procédures que je qualifie de négociables et d'autres qui sont non négociables. Les négociables sont celles que l'on peut modifier pour répondre aux attentes des clients, mais sans remettre en cause la viabilité de l'institution. Et des procédures, l'inverse évidemment, il y a les non négociables, ce sont celles qui peut-être vont rendre service à la clientèle, mais elles ne sont pas bonnes pour l'institution elle-même. Et on pourra, tout à l'heure, on a évoqué quelques mots, ça, en termes de durée de remboursement, en termes de montant par cycle, en termes de jours ou heures de remboursement. On décide que les remboursements se font à 10 heures. À 10 heures, c'est l'heure du marché. Ça fait perdre de l'opportunité aux gérants des micro-entreprises à qui on a affaire. Mais ça ne coûte rien à l'institution de changer l'horaire du remboursement de 10 heures à 17 heures de l'après-midi. Ils auront la liquidité de la journée. Pardon ? Ils auront la liquidité de la journée. C'est un aspect auquel je n'avais pas pensé, mais qu'on suggère en général. En fait,
On pourra en discuter parce qu'il y a aussi le problème du reporting qui doit être fait à temps et de l'action qui doit être faite. Friendly, c'est très important, c'est le relationnel avec les clients, le respect mutuel. On prête, c'est pas de la charité, on prête à des gens des montants d'argent pour lesquels ils vont payer des intérêts, mais dans le respect, avec l'esprit de responsabilité donc et de neutralité par rapport aux confessions, etc., aux ethnies, etc. Il a été remarqué en Liban que les femmes de membres des groupes solidaires peuvent être de confessions religieuses différentes, des druzes, des sunnites, des chiites, etc. Les gens se regroupent sur des bases économiques et non plus tribales, ethniques ou familiales. C'est ça qui fait dire que la microfinance a peut-être quelques intérêts autres que ceux que nous sommes en train de discuter, qui sont de favoriser le développement de relations sociales sur les bases que je viens d'évoquer. Évidemment, on peut discuter d'autres aspects de bonnes pratiques comme la décentralisation, etc., lors du débat. Un exemple de bonne pratique, le problème du taux d'intérêt. En 2 mots. Il faut travailler dans la proximité. Et là, je donne cet exemple à caractère indicatif qui est très aisé à comprendre. 2 institutions et des procédures. L'une dit que par rapport au taux d'intérêt, elle fait du social et donc un taux d'intérêt nul. L'autre, elle pratique un taux d'intérêt de 2% par mois, qui en fixe va donner du 24 par an. En général, en réalité, un peu plus, puisque les remboursements sont tous les 15 jours. Le coût sur 4 mois est du montant que nous avons. Maintenant, au niveau des autres procédures, il y a un certain nombre de réunions qui ont lieu avant l'octroi. Pour la première, elle les fait au siège. La deuxième, elle en fait un au siège pour que les gens sachent qu'ils ont affaire à une institution et pas à un agent de crédit ou une agent de crédit, c'est important. Mais les autres réunions vont avoir lieu sur le terrain. Donc, ça va éviter le déplacement des clients. Il en est de même pour les remboursements. L'une les fait au siège, l'autre les fait sur le terrain. Que se passe-t-il au niveau des coûts de transaction dans les 2 cas? Il y a les coûts de déplacement par bus. Il y a les coûts d'opportunité, l'absence par rapport au travail. Je peux rentrer dans les détails de l'exemple chiffré. In fine, on se retrouve avec un coût du crédit qui est plus élevé dans l'institution qui facture un taux d'intérêt 0 que pour l'institution qui gagne 80 dirhams sur un prêt de 1000 dirhams sur 4 mois. En fait, il faut relever que cet argent-là, personne ne le gagne, ni l'institution, ni les clients. Il est perdu, puisque c'est des coûts d'opportunité d'une part et des coûts de transport d'autre part. Alors que là, il est nécessaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et s'il y a 0 déplacement, donc je crois que c'est l'un des arguments que l'on avance pour expliquer le coût relativement élevé des prêts en microfinance. C'est que pour travailler dans la proximité, il faut que l'institution supporte les frais de la proximité. Il faut qu'elle aille voir les clients plutôt que les clients se déplacent vers l'institution. Il y aura d'autres raisons qu'on pourra discuter sur le coût élevé c'est la gestion des prêts, là où la banque va donner, mettons, 100 000 dirhams. Le montant le plus bas au Maroc, par exemple, pour la production, ce qui est considéré comme montant bas, c'est 200 000 dirhams, l'équivalent de, on va dire, 20 000 dollars sur 2 ans, un dossier. Lorsqu'on prête des prêts de 3 000 dirhams sur 6 mois, imaginons le nombre de dossiers que ça donne pour donner le même montant des 200 000 dirhams. Et donc, en termes de coûts, les institutions supportent des coûts élevés de gestion des montants qu'elles accordent. Je crois que ça, c'est évident que lorsqu'on veut établir un plan de croissance, il faut regarder l'environnement, le contexte, etc., rappeler la mission de l'institution. Je ne crois pas que ça vaille la peine de développer ce point.
parce que je n'ai pas de montre ici, je vais respecter l'horaire. Nous sommes à 13 ou il reste 13? 15 minutes. Il reste 15? D'accord, c'est bien. Alors là, je fais un petit comparaison entre le développement des institutions de microfinance et le développement des micro-entreprises. Quel on s'adresse. Et en termes de logique, d'abord de construction, de conception des produits, en termes de sources de financement, en termes de gouvernance. C'est important. L'idée est la suivante, c'est que plus on va par là, plus les produits vont être sophistiqués. Au début, ça va être des produits standards, vers la fin, ça va être des produits diversifiés, voire des services financiers diversifiés. En termes de financement, on va travailler au départ avec des dons, des subventions d'agences de développement, et au fur et à mesure qu'on se développe, on va avoir des prêts concessionnels, donc à taux d'intérêt réduit et souvent de la dette subordonnée, ce qui renforce les quasi-fonds propres et permet de lever des fonds auprès des banques. Et ensuite, on va finir avec des prêts commerciaux. Au niveau des micro-entreprises, au départ, normalement, elles n'ont pas accès au microcrédit parce qu'on prête à des gens qui ont une expérience professionnelle et autres. Et là, on peut faire un clin d'œil aux programmes qui ont échoué dans beaucoup de pays, les crédits jeunes promoteurs, où l'État fait beaucoup d'efforts, louables du point de vue idée, mais en pratique, c'est l'échec, dans la mesure où on va donner de l'argent à des diplômés, souvent, qui n'ont pas idée des affaires, etc. Ils vont apporter 10%, l'État va donner 20%, il va garantir 70% du prêt. Ça a été un échec dans la plupart des pays où ça a été fait, faute d'expérience des gens. Et même la plupart des travaux qui sont faits, notamment sur les unités de production de cette dimension, montrent que celles qui réussissent le mieux sont celles où les gens qui les gèrent ont déjà été apprentis quelque part. Le cordonnier ou le menuisier, il apprend à quelqu'un, il passe une certaine période de tâches extrêmement subalternes jusqu'à des tâches très sophistiquées. Il finit par commencer à remplacer son patron et après, il ouvre sa propre boîte. Moralité, au début, on va travailler sur des fonds propres, mais par la suite, on va pouvoir s'adresser à des produits standards au fur et à mesure que son activité se développe. Ça, c'est juste une réflexion sur l'évolution de l'industrie de la microfinance par pays. C'est un peu emprunté à la logique d'économie industrielle. Nous avons des phases de développement où le marché, il n'y a pas de concurrence, les financements sont faciles. Tout à l'heure, on parlait de subventions d'organismes publics ou de l'Agence de développement international, etc. Et au fur et à mesure que le marché se développe, on va devoir se sophistiquer parce que le marché se sature, il y a de la concurrence. Et donc, on va devoir créer des produits, on va le voir dans le slide suivant, à cause de la sophistication de la clientèle, etc. C'est un peu ce que j'ai voulu développer ici. Alors, il y a les différentes logiques qui peuvent préluder à la réalisation d'un plan de croissance. Et c'est des logiques, j'allais dire, qui relèvent du bon sens. Il y a des stratégies. Est-ce qu'on veut diversifier nos produits? Est-ce qu'on veut changer de zone? On était dans l'urbain et on veut faire du rural. Est-ce qu'on veut fusionner avec une institution en prêtant nos canaux? Il y a des institutions de microfinance qui, comme elles balayent bien le pays, vont avoir un accord avec des compagnies d'assurance qui ont pignon sur rue, très importantes, mais qui vont les faire bénéficier de leur réseau. Et donc, c'est des arrangements qui peuvent améliorer la dimension inclusive de la microfinance, c'est-à-dire qu'un paradigme intéressant qui a été levé avec le développement de cette industrie, c'est qu'avant, on croyait que les pauvres ne sont pas capables d'emprunter et de rembourser, je vous parle des années 70 et avant, et la microfinance, quand elle a bien fonctionné, a montré que les taux de remboursement dans les institutions, en général, quand les institutions sont robustes, il est de 2,5% de défaut de remboursement. Alors que dans les systèmes bancaires classiques, ça oscille entre 18 et 22%. Je donne des chiffres pour le cas du Maroc. Donc, c'est une industrie où les remboursements se font mieux que dans la finance formelle. Ce qui a été remarqué également, et qui peut surprendre, c'est que les populations auxquelles on s'adresse sont des populations pauvres, ont beaucoup besoin de services d'épargne, de l'intérêt de la micro-épargne.
pourra donner des exemples d'abord de besoins et ensuite des exemples de pratiques. Au Bangladesh, il y a des services de micro-épargne où les gens payent pour le service d'épargne. 10 minutes. Alors, la clientèle, je crois qu'il est connu que dans la plupart des pays, le tissu industriel est constitué de très petites unités. Simplement, dans les pays en développement, ces petites unités riment avec activité informelle. Et donc, il faut regarder ce que vous disiez tout à l'heure sur les salariés non protégés. Je crois que vous faisiez référence à ces segments de la population, des micro-entreprises, où les gens ils ont un registre de commerce, ils ont une CNSS, ils ont un registre de commerce et une patente, mais ils n'ont pas de CNSS, donc la non-protection. Et plus on descend, plus on a de l'informalité totale. Donc ça mérite encore une fois discussion. Alors, les indicateurs de performance, il y a des indicateurs financiers classiques et des indicateurs de gouvernance. La crise, comment elle se manifeste par une augmentation du portefeuille à risque, par la prise d'importance des prêts effacés, c'est du vocabulaire un peu technique mais qu'on peut discuter. Les résultats nets qui sont en baisse, donc il y a une tension sur les fonds propres. Moralité, les partenaires sont moins favorables. On va avoir des taux d'intérêt auprès des banques qui vont être plus élevés et des prêts concessionnels en moins, et une mise à l'épreuve de systèmes d'information, de même que la gestion des ressources humaines. Les causes, il y a deux catégories de causes. Il y a des causes qu'on peut qualifier d'exogènes, je parle de la crise, mais que j'insiste pour dire qu'elles ne doivent pas être exagérées, parce que c'est ce que les opérationnels des institutions mettent en avant. Il y en a plusieurs, dont certaines sont politiques. Le printemps arabe, on le verra tout à l'heure dans des chiffres. Il y a des causes endogènes qui tiennent à beaucoup de choses, et notamment le vieillissement des produits, la banalisation du travail des agents de crédit, donc le non-respect des procédures, etc. Et souvent, ce que j'appelle ici la défaillance de la proximité qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Les pistes de solutions vis-à-vis des clients, il faut revenir au rôle des groupes solidaires, et après l'octroi, revenir sur le monitoring nécessaire, etc. Ça rejoint l'idée. Peut-être fidéliser la clientèle en diversifiant les produits, les transferts et la microassurance. En interne, il faut renforcer le contrôle interne. Un exemple d'étude pour comprendre la crise, en fait. On a un projet avec la BUI qui a consisté en 2008 et la crise de la microfinance, qui a conduit à dire, voilà, c'est un peu le feu de paille. On en a beaucoup parlé, c'est la panacée, etc. Mais en fait, il y a des institutions qui ont fait faillite. Et ça nous a alertés à l'idée d'analyser les causes des défauts de remboursement, de répondre avant même de voir qu'est-ce qu'on fait. Une petite revue des écrits sur ce qui a été fait par rapport au microcrédit, sur les taux de remboursement, etc., le rôle des prêts solidaires, le rôle des agents de crédit. Avant d'arriver à la question que je veux discuter, c'est la question du scoring en microfinance. En 2 mots, les banques, les prêts sont standardisés. C'est-à-dire que quand on s'adresse à n'importe quelle agence, les procédures pour obtenir un prêt sont interchangeables d'une agence à l'autre. En microfinance, l'humain intervient beaucoup. La pratique des procédures n'est pas la même d'un agent de crédit à un autre au sein d'une même succursale, et j'allais dire la qualité de la gouvernance n'est pas la même d'une succursale à l'autre. Moralité, si on veut faire du scoring, on ne doit pas prendre en compte uniquement les caractéristiques des clients, mais également les caractéristiques des agences auprès desquelles ils ont emprunté, des succursales. Alors, nous avons travaillé sur 2 institutions, une très grande qui en 2012 faisait 200 000 clients, une moyenne. Nous avons ici quelques indications sur le nombre de clients actifs pour les 2 institutions en question, la grande, la Toffer et AMSEF. Et nous avons ici une évolution du portefeuille à risque. On voit comment l'une a su résorber, mais l'une est une filiale d'une institution bancaire.
L'autre est une ONG qui s'est transformée pour faire du microcrédit. Le portefeuille à risque, c'est le nombre de prêts non remboursés à 30 jours. Nous avons essayé de modéliser le portefeuille à risque à 30 jours et nous avons établi un lien avec, pour différentes années, ce sont les données de panel qu'on a utilisées, et pour différentes succursales, la part des femmes, le logarithme du nombre de clients par agent de crédit, la même variable décalée dans le temps, parce que lorsque les prêts sont accordés, au début, les remboursements se font bien, mais c'est quand ils vieillissent un peu qu'il y a problème. Donc, on a pris la variable nombre de clients par agent de crédit décalée, et comme proxy de sa capacité à superviser, l'encours de l'agence pour l'année, la part du solidaire que l'agence accorde, et là, c'est une moyenne du portefeuille à risque dans la région au sein de laquelle se trouve la succursale, sachant qu'il peut y avoir des phénomènes de contagion par région. Et là, c'est décalé. Alors, les résultats, on a travaillé sur deux bases et les résultats sont assez édifiants parce qu'on voit que la part des femmes agit négativement sur le portefeuille à risque, qui rejoint ce que la littérature a trouvé et que nous pouvons discuter pendant les débats, la raison pour laquelle, de même que le nombre de clients par agent de crédit. Alors, l'interprétation de... Oui, La part 30, c'est quoi? portefeuille à risque. Portefeuille à risque, c'est le reste à recouvrer sur le total des prêts. Par exemple, si on prête $1000 à quelqu'un, il rembourse la première échéance, il rembourse la deuxième, il ne rembourse pas la troisième. On considère que tout le prêt est risqué. Qu'est-ce qui reste? Tout le principal. C'est-à-dire la part 30, c'est À 30 jours. C'est-à-dire c'est la 30, ça veut dire qu'il n'a pas payé. En fait, l'idée très amusante, c'est que quand on fait des travaux sur ça, la probabilité qu'un prêt soit remboursé, elle est extrêmement décroissante. C'est-à-dire que si vous prenez l'action qu'il faut pour assurer le remboursement, premier jour, la probabilité de remboursement est élevée. Plus on va, plus elle est faible. Moralité, quand on arrive à 30 jours, on considère que c'est perdu. C'est-à-dire que c'est la part qui n'est pas remboursée sur le total, c'est ça? Oui. Voilà. C'est le restant à payer, restant dû, sur le total des prêts en cours. Alors, il y a le part à 30 jours, le part à 90 jours, il y a 180 jours. Comptablement, on l'efface, mais à 30 jours, c'est un indice. C'est un indice de gravité de. Tu peux relire la première ligne, là, la part des femmes, comment on met ça en termes. Ça, c'est la part des femmes dans le. C'est le pourcentage des femmes dans le total des clients de chaque succursale. Ok, alors si cette part augmente, qu'est-ce qui se passe? Le portefeuille à risque baisse. Donc le portefeuille à risque baisse. Ça veut dire que le remboursement est meilleur. Ok, bon, bien. Oui, oui. Ça agit. Les femmes remboursent mieux que les hommes. Mais dans le débat, je ne vais pas m'étaler, on reviendra sur ça. Alors, ce qui semble ici jouer, c'est que le nombre de clients par agent de crédit de l'année joue négativement, mais on retrouve l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la variable décalée qui augmente le part à cause du vieillissement des prix. L'encours, nous avons une non-significativité pour l'AMSEF qu'on pourra discuter. Par contre, par agence, ça agit négativement sur le part, la qualité de la gestion. Le prêt solidaire, ce n'est pas surprenant par rapport à tout ce qu'on a raconté. Sur la part du solidaire, c'est pareil que pour les femmes. C'est le nombre de prêts solidaires accordés par la succursale sur le total des prêts qu'elle a accordés. Plus il est important, moins le risque est élevé, moins le portefeuille à risque est élevé. C'est pour ça que le signe est négatif. Ça, c'est les moyennes régionales. Quand on travaille dans une région à problème, eh bien, il y a un phénomène de contagion qui fait que le part augmente. Les résultats non significatifs. Je crois qu'avec ça, on peut estimer que j'ai tenu le temps. Je crois que
Il vaut mieux laisser la place à la discussion parce que les résultats, en fait, ils sont. Je les ai discutés brièvement. Vous voulez prendre celui-là? On peut s'entendre, même en parlant en question. Question générale, c'est quoi la structure de propriété? Est-ce que c'est la propriété privée, publique, propriétaire, coopérative? En général, on parle de quoi? Je réponds au fur et à mesure ou je regroupe? Je réponds rapidement. Évidemment, à un moment donné, j'ai évoqué l'idée de grande diversité des institutions. En pratique, ça va être des ONG qui vont être autorisées, selon les pays, à offrir tel ou tel service financier. Dans le cas du Maroc, par exemple, elles sont autorisées à faire des microcrédits et depuis un certain temps, grâce à des accords avec d'autres institutions financières, de la Poste par exemple, ou des compagnies d'assurance, on va offrir des services de transfert d'argent et des services de micro-assurance. Et donc, ça va être des ONG qui sont privées. Alors évidemment, ça dépend des pays. Chez nous, par exemple, c'est à but non lucratif. Moralité, les bénéfices sont reversés dans le capital, ce qui permet à une institution comme la MNA de démarrer avec, à la base, c'était l'USAID qui a fourni 17 millions de dollars pour la création de cette institution, dont un tiers était à l'assistance technique, un tiers au fonctionnement et un tiers à la ligne de crédit. Maintenant, elle a dépassé les 3 milliards de dirhams, c'est-à-dire plus de 300 millions d'euros. Donc, c'est des institutions qui grossissent, le capital est important. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas évoqué, mais on passe avec le vieillissement des institutions, le racisme, la transformation institutionnelle s'impose pour devenir des institutions financières. Et la loi bancaire a évolué dans ce sens. Alors évidemment, en Afrique subsaharienne, la supervision a dès le départ été faite par la BCEAO. C'est des institutions en Afrique subsaharienne, la microfinance, c'est 20% des crédits à l'économie. Chez nous, malgré l'importance de la population qui concernait, à un moment donné, on avait 1,2 million de clients, ça représente moins de 1% du volume des crédits à l'économie, encore. Donc, socialement important, économiquement, ça peut paraître pas important au niveau de ces chiffres-là. Moralité, donc, on peut avoir des banques, mais en général, c'est privé. Voilà, c'est là où je vais en venir. Sauf des cas, je crois qu'en Algérie, il y a eu l'agence de développement social. En Tunisie, il y avait la BTS, pour les pays les plus proches. Mais par exemple, si vous regardez l'Afrique centrale, il y a des cantiniers individuels qui valent à des institutions. Au Bangladesh, vous avez des gens, par exemple, pour la micro-épargne, c'est des monos individuels. Tous ceux qui se font payer pour l'épargne. Donc, c'est diversifié. Pourquoi beaucoup de coopératives? Il y a des coopératives, il y a au Canada, il y a des institutions initiées par Desjardins, je parle des années 90, c'est souvent des coopératives, effectivement. Il y a de tout, comme profil institutionnel. François voulait dire quelque chose. Je vais juste profiter de l'occasion pour remercier Brett d'avoir organisé cette conférence. Je vous ai obligé de l'avoir bien animé. C'était vraiment intéressant. Moi, je connais Fouzi depuis 30 ans, donc c'est une émotion que je revois. D'ailleurs, on s'était perdu un peu de vue, sauf par les courriels. J'ai retrouvé ce que j'ai toujours appelé son intelligence opérationnelle. Tableau avec des statistiques comme ça, on a regardé souvent. Moi, je ne comprenais pas le signe. Après avoir fait toutes les corrections économétriques inimaginables, vous avez cette qualité de trouver l'explication. Sur ce, j'ai deux, trois questions, en fait. La première, c'est que lorsqu'on regarde, lorsqu'on a entendu cette présentation, on voit toutes sortes d'éléments de théorie des jeux,
organisations industrielles. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a formalisé un peu, l'année tontine, ça a été fait, des microcrédits de façon un peu plus formelle, avec des modélisations. Est-ce qu'il y a eu des études sur cette question, en fait, de cette façon? L'autre touche aussi cette question coopérative. Nous, on connaît ça au Québec. C'est un peu un modèle aussi qui ressemble à ça. Il y avait pour, en fait, particulièrement les Québécois francophones, une difficulté d'avoir accès à certaines activités. En fait, c'est ce qu'on disait. Pour expliquer les coopératives, il s'est créé un mouvement coopératif. Ce n'est pas sans lien avec ce que vous avez en Parce qu'on voit le développement des microfinances dans ces pays dans lesquels vous travaillez fait davantage de coopératives. Autrement, la troisième question, c'est sur la question du risque. C'est beaucoup affecté en fait la crise de 2008 au niveau du système bancaire, c'est qu'il y avait une volonté de prendre de plus en plus de risques au niveau des banques pour satisfaire au fond des actionnaires. Là, il n'y a pas d'actionnaires, mais il y a des groupes coopératifs. En fait, il y a des groupes de partenaires qui. Est-ce qu'il y a un risque de cette nature-là? Et si c'est quoi la nature de prendre trop de risques, c'est quoi ce qu'on anticipe comme étant le danger le risque le plus difficile, le plus pertinent qui peut toucher les groupes? Alors, pour ce qui est des travaux à caractère académique sur la microfinance, oui, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu des thèses dans diverses universités, il y a des articles, il y a des économistes plus ou moins renommés qui ont travaillé sur notamment les questions d'asymétrie d'information. Alors, de théorie des jeux, je n'ai pas de papier vraiment en tête, mais nous, on a fait un petit travail fin des années 90 sur la qualité de l'information qui circule entre les membres du groupe solidaire et l'institution et entre les membres du groupe eux-mêmes. Parfois, le groupe constituait ce qu'on appelle des coalitions et ne pas donner toute l'information qu'il faut à l'institution. Et donc, il y a des jeux et des enjeux, si j'ose dire, avec ça. Donc, oui, bon, nous avons pas mal de bibliographies qu'on peut effectivement partager. Pour ce qui est de la tendance à aller vers le statut de coopérative, en fait, les coopératives, c'est, encore une fois, dans nos pays, ça a souvent été des échecs. Et je ne sais pas, d'après la compréhension que j'ai des institutions de microfinance, si nous avons des mutuelles d'épargne et de crédit, ça, la coopérative. Par exemple, moi, j'ai travaillé pour la Mucrefab en Côte d'Ivoire, la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes d'Aboisson et Beaunois. Alors, ce qui se passe dans nos pays, souvent, à cause peut-être de l'excès d'inégalité à différents niveaux, et notamment au niveau d'éducation, c'est qu'on se rend compte que dans ces pseudo-coopératives, il y a des dirigeants qui profitent et le reste de la masse qui cotise. En fait, c'est des mutuelles d'épargne et de crédit. Moi, je parle de la Mucrefab. Les gens achètent des parts, on leur vend des rêves, ils achètent des parts sociales, après on les oublie pratiquement. On les oublie et ça va être les dirigeantes qui en même temps sont les mieux positionnées dans les interfaces avec les bailleurs, etc., qui vont profiter des crédits, qui vont aller faire leur marché à Dubaï pour faire du commerce, etc., avec les fonds récoltés. Donc il y a parfois des problèmes de gouvernance. Et en plus, je crois qu'il y a la législation des pays qui n'est pas la même. Et je ne sais pas si le statut de coopérative est favorable, sauf si je ne maîtrise pas l'expérience. Je ne maîtrise pas bien l'expérience des jardins. Je sais qu'ils ont beaucoup fait ça, notamment à Madagascar. Mais je ne sais pas si le statut de coopérative est favorable à une massification de l'accès à ces services. Je crains que ça reste limité aux membres de la coopérative et par quel mécanisme vont-ils élargir les services à des gens qui ne sont pas coopérateurs. Sinon, il y a des problèmes de gestion de gros nombres. Je ne sais pas. J'ai quand même une réponse encore à une petite question.
relative à cette question de risque. Je vais l'interpréter à ma manière. On pose le problème du rôle de la prise de risque. Et ça a soulevé, il y a le SIGA, le Consultative Group to Assist the Poorest de la Banque mondiale, qui a posé des questions, j'allais dire, existentielles aux institutions de microfinance, en leur disant, oui, c'est bien, on a travaillé pendant je ne sais pas combien d'années sur la viabilité opérationnelle et financière, donc la capacité à couvrir les frais, etc., à dégager des fonds, mais est-ce qu'on répond à la mission qui consiste à toucher les plus pauvres parmi les pauvres? Parce que face à, notamment, les agents de crédit, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des primes. Et pour avoir des primes, il faut qu'ils prêtent à beaucoup de gens et de préférence des montants élevés. Parce que leurs primes sont assises sur la valeur du portefeuille qu'ils gèrent. Moralité, ils vont peut-être négliger les plus pauvres. Tout à l'heure, je pourrais donner des exemples impressionnants sur l'oubli d'une population qui est oubliée. Il y a un client que j'ai présenté. En fait, il y a le haut qui est servi par la finance directe. Ensuite, la banque. Ensuite, il n'y a pratiquement rien. Et là, on va avoir de la microfinance. Et en bas, on va avoir des gens exclus. Alors, c'est rien la microfinance. Ça donne lieu d'ailleurs à un développement depuis les 20 dernières années du downscaling par les banques parce qu'elles veulent toucher ce segment de la population qui n'est pas éligible au crédit bancaire classique avant et qu'on veut quand même toucher, mais qui n'est pas intéressé par la microfinance pour des raisons de procédure. C'est la mésofinance qui est un marché encore en friche, qui est en train d'être couvert par les deux, qui les unes montent et les autres descendent. Simplement, les unes montent beaucoup parce qu'elles veulent réduire leurs risques, elles veulent, notamment la transformation institutionnelle. Les études ont montré que ça se traduit par une migration des segments les plus pauvres vers des segments moins pauvres. Maintenant, toujours par rapport à cette question de risque, le rural, dont vous parliez. Le rural est un secteur que l'on ne touche pas assez parce que d'abord, il est coûteux du fait de l'éparpillement de la population et des soucis de proximité que normalement on a si on veut investir. Et encore une fois, le risque avec les pauvres, il est élevé. C'est un risque de gestion. C'est des montants très faibles et donc beaucoup de gens pour peu d'argent. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je me joins aux conclusions de Claude. J'ajoute non seulement que tu as toutes ces qualités, mais que tu es un excellent cuisinier, gastronome, comme j'ai pu constater il y a 2 mois. Oui, un point et une question. Le premier point, c'est lorsque je vois ces analyses de régression ou de qualité, on ne voit pas exactement, ça pourrait se faire au niveau du crédit, qui n'est pas le microcrédit. Les variables, vous pouvez retenir les mêmes variables, le sexe de l'emprunteur ou l'emprunteuse, etc. Dans le microcrédit, il y a quelque chose quand même, c'est l'importance de la finalité du crédit. Et au départ, c'est de là que vient le nom de Rotating Savings Banks, n'est-ce pas? On avait 15 personnes qui s'associaient et chaque année, il y avait une personne qui avait accès, ce qui permettait à cette personne d'acheter quelque chose qui avait une certaine importance. Une machine à coudre, un réfrigérateur, une machine à cider, etc. Dans ces régressions, je ne vois pas exactement où se trouve cette caractéristique que j'ai toujours enseignée à mes étudiants lorsqu'on passait à la microfinance. Ça, c'est un commentaire. Ma question est la suivante. Depuis à peu près 2 ans, les autorités monétaires du Royaume du Maroc encouragent et multiplient des initiatives pour encourager la finance islamique. Création de guichets islamiques dans des banques standards, modernes, on pourrait dire, et même création de banques islamiques, lancement des soukouk, donc de ces prises de participation, si l'on veut, sur le marché financier. Est-ce que cela aura un effet sur la microfinance au Maroc? Je vais aller dans le sens de... D'abord, merci beaucoup de vos mots très gentils d'amitié de longue date.
Vraiment, c'est touchant et ça fait sincèrement plaisir. Et merci à Brahim d'avoir eu cette idée de me permettre ce recontact amical. Et voilà. Je vais faire comme tu as fait, c'est-à-dire un commentaire sur le commentaire et ensuite à la question. Pour le commentaire, tu faisais référence au tontine, des roscas, où les gens se regroupent, etc. Ça fonctionne et c'est très bien. Au Sénégal, par exemple, les femmes vont se réunir pour du porc, là, pour leurs activités de conditionnement du poisson, etc. Et les tontines sont utiles. Dans d'autres pays, les tontines vont servir exactement ce que tu dis, c'est des gens qui ont une activité, un revenu, etc. et qui vont cotiser pour acheter des biens durables, la machine à coudre, le réfrigérateur, etc. Ça, dans la consommation de biens durables, qu'on ne peut pas acheter avec les flux quotidiens. Maintenant, qu'est-ce que c'est la microfinance? Ben justement, oui, on ne les voit pas dans les régulations que j'ai prêtées ici, mais on les voit dans les études d'impact. Il y a beaucoup d'études d'impact qui montrent avec des groupes de comparaison judicieusement choisis. C'est-à-dire qu'on a le groupe. En général, on prend, pour le groupe de traitement, on prend les individus qui sont en cours d'obtenir un prêt ou qui l'ont obtenu dans les 15 jours qui précèdent, pour nous assurer que ça va être un bon groupe de... Pardon, ça c'est le groupe de comparaison. On prend des individus qui sont dans le programme depuis un certain temps, avec des anciennetés différentes, et on prend des individus qui sont des non-clients. Mais comme il risque d'y avoir des biais de sélection, parce qu'on ne sait pas trop si ces non-clients sont des gens qui n'ont pas le même profil des clients, c'est pour ça qu'ils sont non-clients, ou c'est des gens qui ont le même profil, mais etc. Alors on prend des tout nouveaux clients, ou des gens qui sont au-dessus du seuil minimum au-delà duquel on n'est plus éligible. Et on les prend comme groupe de comparaison. On compare leurs dépenses alimentaires, on compare les assets, les biens qu'ils ont dans le ménage, on compare leurs dépenses en matière d'éducation, etc. Pour les 12 derniers mois, et on a pu voir que souvent les clients performent mieux que les non-clients. Mais c'est des études à part. Maintenant, pour la question de la finance islamique, c'est une grosse question. Alors, je ne sais pas, honnêtement, au Maroc, on a souvent employé, je ne sais pas comment on appelle ça, un euphémisme pour parler des produits islamiques. D'ailleurs, on ne les appelle pas produits islamiques, on les appelle des produits alternatifs. Parce que si on les appelait islamiques, ça voudrait dire que les autres sont hors islam. Et donc, politiquement parlant, je ne crois pas que les autorités marocaines actuelles, mis à part des membres on ne va pas juger ni employer des adjectifs, mais du PJD par exemple, mais a priori le gouverneur de la Banque centrale ou autre, les autorités sont conduites à autoriser la mise en place de ces produits. Elles ne les encouragent pas vraiment. Maintenant, l'impact que ça va avoir sur la microfinance, déjà ça commence à faire du bruit. Les gens se rendent compte que ce n'est pas si joli que ça, parce que c'est très coûteux les produits alternatifs. En termes de... C'est plus coûteux que les produits que des prix classiques. Et ce n'est pas propre au Maroc. C'est valable à Qatar ou autre. On a remarqué que les gens qui empruntent ces services, on peut discuter du détail de la mise en œuvre de ces services et pourquoi ils sont plus coûteux que le prêt, j'allais dire, normal. Qui, en fait, le débat, c'est une question d'interprétation. Alors, est-ce que ça va influer? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour pour les institutions de microfinance. Il n'est pas à l'ordre du jour qu'elles mettent en place des produits de Molabaha, de Moucharaka, etc. Moucharaka, c'est très compliqué à gérer. La Molabaha, c'est le problème. Pour les gens qui ne connaissent pas, l'institution, au lieu de prêter de l'argent avec un taux d'intérêt connu, elle va acheter la machine à coudre dans la dame a besoin, elle va acheter 1000, elle va lui vendre à 1200 et la dame va rembourser ce crédit. Elle va faire un bénéfice. Et elle n'a pas pris d'intérêt. Ça, la Molabaha. Pardon? Sur les ruses. C'est comme ça. Parce qu'il existe un ouvrage de sur les ruses dans l'islam. Des ruses, le genre de ruse, c'est Tout est une question. Bon, c'est un débat intéressant. Mais tu peux nous emmener très loin, mais en fait,
Je crois que ces questions, c'est toute une question d'interprétation. Il faut lire le Khaldun. Il faut lire le Khaldun et on va nuancer beaucoup les choses. Même dans l'histoire, sur la compréhension des choses. Je crois que l'obscurantisme qui touche nos pays est peut-être valable dans d'autres sphères. Il n'est pas propre cette vague. Malraux aurait dit que le XXIe siècle sera religieux, on ne le saura pas. On a l'impression que la radicalisation religieuse n'est pas propre à ce phénomène. Bon, bref. On ne va pas sortir sur ça. Oui, bon, je vais aussi me réjouir de la présence de Fouzi, qui accueille les gens très bien au début du jeûne du Ramadan. Et je vais faire mon observation sur la liquidité pour revenir de ce que j'ai souvent vu dans les pays africains où on ne peut pas percevoir le matin les frais de marché, les places de marché ou places de stationnement, parce que les gens n'ont pas la liquidité. Mais à la fin de la journée, on peut espérer se faire payer. Mais ce que moi j'ai bien aimé, Fouzi, c'est la question, l'exemple que tu as fourni, les 1 et 2, taux d'intérêt élevé, frais administratifs faibles, frais de déplacement, frais en perte de temps, en dépenses directes, versus l'autre cas, parce que, c'est juste pour enrichir ton argumentaire, parce que je fais l'intervention, dans beaucoup de pays où je vais, on me dit la chose suivante, il y a beaucoup trop de communes, il faut les regrouper. Que ce soit au Burundi, au Mali ou ainsi de suite. Et la question que je pose à tout le monde est, à ce moment-là, les commettants, les résidents de la commune, ils vont avoir accès comment au service? Ils vont marcher 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps, ils vont prendre le bus. Et qu'est-ce qu'on va épargner? On va épargner le salaire de... Alors les gens vont dire, ah non, non, on va garder les mairies ouvertes comme point de service. Alors vous épargnez quoi? Et donc, on oublie, et je trouve que c'est vraiment très heureux de voir ça, on oublie systématiquement, j'appellerais les coûts indirects, ou ce qu'on dit qui ne rapportent rien à personne, mais les coûts de si on veut avoir accès, si on veut payer un impôt, si on veut se conformer à un besoin de naissance, il faut se déplacer, il faut se présenter, et ainsi de suite. Et moi, alors, si la seule situation, si on peut remplacer la présence physique par la présence électronique. C'est peut-être ça la substitution qui est possible. Et dans beaucoup de pays où on a l'électricité, la question se pose pas. Et en rajout sur la question de l'autre, sur la théorie des jeux, l'autre direction, on dit pour laquelle s'amuser à regarder la littérature ou faire une contribution, c'est ce qu'on appelle au Québec l'économie sociale. Ça rentrerait très bien dans cette espèce de continuum d'économie sociale. C'est un pré-type peut-être de caisse des jardins, si on veut, ce qu'on observe là. Et ça ne serait pas du tout formalisé. Des fois, je ne sais pas c'est quoi l'économie sociale. Donc, une dernière question. Je voudrais vous poser une question. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir la micro-entreprise et secteur informel? Comme on avait parlé tout à l'heure de l'affilié ou dans la sécurité sociale, il y a aussi dans nos pays, ce qu'on appelle sécurité sociale, c'est la pécule. Il y a assurance médicaments, et retraites, etc. Et dans les entreprises, il y a différentes variantes. Il y a tenue d'une comptabilité ou pas, registre de commerce ou pas, etc. Je sais que ça existe dans les enquêtes micro, dans certains pays en développement. Par exemple, dans les banques qui empruntent pour les micro-entreprises dans les pays en développement, généralement dans les bases de données, on ne met pas les personnes à qui on a refusé le crédit. On met uniquement les personnes à qui on a accepté le crédit et puis on peut faire uniquement l'analyse, il a remboursé ou il n'a pas remboursé. Maintenant, pour les banques, par exemple pour les tantines, il y a des tantines spécifiques où c'est des loteries. Les gens ils mettent de l'argent, et on donne, c'est-à-dire à une seule personne par période. Pour le logement, par exemple, pour les banques islamiques, il y a la baraka qui emprunte pour le logement pour l'entreprise. Bon, c'est la mouchara, c'est-à-dire une association, mais généralement, pour les épargnants, c'est des prix bonifiés pour les épargnants. Pour les non-épargnants, c'est-à-dire, ça c'est une expérience dans les pays en développement, et puis utiliser l'épargne du père ou de la mère, vice-versa. Pour les frais bancaires, bon, il a été calculé
pour les logements, par exemple, que les gens préfèrent emprunter plus par les banques classiques que par les banques islamiques. Ça, c'est dans la baraka. La banque, la baraka, c'est une banque négative. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des calculs ex post les gens. Ils ont trouvé que c'était plus avantageux et puis ils ne veulent pas s'associer avec une banque qui détient la propriété. C'est tout. Juste pour échanger quelques idées par rapport à cette question de secteur informel, etc. Moi, il me tient à cœur de distinguer dans l'économie non observée une partie qui est effectivement constituée d'unités de production non structurées au sens le plus large du terme, etc. Et l'économie qui est le fait d'unités de production structurées mais qui n'est pas déclarée. Donc, et quand souvent les gens font les approches macroéconomiques monétaires ou autres, ils n'étudient pas l'informel, ils étudient non observé, ce qu'ils estiment. Alors, maintenant, pour ce qui est de la couverture médicale, etc., oui, on peut avoir des petites unités qui sont un architecte qui travaille avec une personne. Si on retient que le nombre quantitatif, c'est 3 personnes, c'est une micro-entreprise. Mais en réalité, il a pignon sur deux, il est etc. De même que le médecin. Alors évidemment, au Maroc, il y a un double problème par rapport à cette question de couverture médicale généralisée. Vous allez avoir le cas du médecin. Il y a 2 personnes qui travaillent avec nous, deux personnes qui travaillent avec elle, les infirmières. Les infirmières sont couvertes, parce qu'elles sont déclarées à la CNSS, mais elles-mêmes n'est pas couverte. Il va falloir qu'il n'y a pas de système. D'ailleurs, il y a une loi sur la généralisation de la couverture médicale qui est en cours. Alors, sur cette question, tu trouves intéressant l'analyse de la qualité des remboursements. Je crois que vous faites référence au scoring. Nous, on a fait un travail pour analyser la qualité des critères que mettent en œuvre les banques avant d'obtenir un octroi. Donc, on a pris une population d'une banque de candidats au prêt. Et on a vu les déterminants. Parce qu'on peut imaginer qu'on étudie à demander, n'a pas demandé, et ensuite a obtenu, n'a pas obtenu par rapport à ceux qui ont demandé pour éviter les biais de sélection. Parce ce qu'on a fait, on a pris cette population et on a regardé les critères implicites qu'ont utilisé les banques pour accorder ou ne pas accorder le prêt. L'ancienneté, etc., la taille, etc. Et après, on a pris les gens qui ont obtenu le prêt et on a analysé leur qualité de remboursement. 0 sans problème, 1 avec délai, 3 avec contentieux. Et on a voulu voir si les variables qui expliquent ça sont les mêmes que celles qui expliquaient l'octroi du prêt, pour voir si la stratégie des banques est bonne. Et effectivement, ça donne des résultats intéressants qui méritent discussion. Et donc, moi, je partage votre idée qu'on ne doit pas regarder que ceux à qui on a prêté, on doit aussi regarder ceux à qui on n'a pas prêté. C'est un peu ça le problème. Oui, pour la loterie, oui, c'est ce que j'ai dit peut-être un peu rapidement sur la rotative saving and credit associations. Nous, alors, ce que vous avez dit, loterie, oui, au Maroc, par exemple, la tontine, ça s'appelle la loterie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, et la première personne est tirée au sort. Voilà. Mais il y a des pays, le Brésil, par exemple, ou dans des pays où l'inflation est élevée, les gens, ou dans certains pays d'Asie, pour voir une fois, il y a des gens qui ont des subterfuges pour faire face à l'inflation, et à ce moment-là, c'est plus la loterie. Bon, il y a des régions en Afrique subsaharienne où c'est la personne la plus âgée qui va juger de l'urgence du besoin et qui va apprécier en me disant c'est là de acheter pour jeunes, etc., etc. Elle a 2 enfants, il y en a un qui, etc., malade, l'autre est là. Elle va juger, elle va dire celle-là, elle va avoir le prix en premier, celle-là en deuxième, et les gens vont jouer au jeu. Parce qu'il y a une autorité morale, mais là encore, ce genre de pratique joue lorsque l'économie n'est pas très pesant. Quand il y a une inflation importante, les gens agissent entre eux.
Alors, en votre nom et en mon nom personnel, je remercie vivement Fouzi pour cette excellente présentation. Fouzi revient à Montréal après 20 ans d'absence, donc j'espère qu'il reviendra cette fois-ci très bientôt, sinon on ne sera pas là dans 20 ans. Alors, Fouzi, il a de l'expertise sur plusieurs sujets, donc on aimerait bien le revoir très bientôt avec notre présentation. Je profite aussi pour remercier vivement le Cyrano pour la co-organisation de cette conférence et surtout pour tous les moyens qui ont été mis à notre disposition pour réussir cette conférence. Alors, merci encore et à très bientôt.